Bonjour à tous, je vais prendre le micro ici. Ça fait très plaisir d'intervenir à Montpellier. J'ai quitté Montpellier pendant 40 ans, j'y suis revenu il y a un an et c'est la première fois que je réinterviens sur Montpellier. Je fais de la prospective à différents endroits. Je suis à la fois au CSTB, à l'ADEME, et puis j'en fais aussi au plan bâtiment durable, qui est un groupe qui s'appelle le groupe Réflexion Bâtiment Responsable et Territoire, que je co-préside et sur lequel on se prend un certain nombre de sujets de prospective. La prospective, c'est des fois des choses un peu en avance, mais historiquement, en 2005, j'ai rédigé un article avec Alain Mogart sur les bâtiments énergie positive. À l'époque, ça paraissait New Age, et puis c'est devenu un peu standard. Alors en 2007, j'ai animé le groupe qui a fait le bâtiment BBC. C'était aussi très en avance, et puis j'ai animé le groupe qui a fait E+, C-, donc j'étais l'architecte un peu, c'était aussi en avance. Et bien là, on va se lancer dans des choses qui peuvent paraître très ambitieuses peut-être, mais qui deviendront peut-être mainstream demain. Ce dont je vais vous parler, ça provient d'une note qui vient d'être publiée après avoir été soumise au débat par le plan bâtiment vers une sobriété immobilière et solidaire. Alors, diapo suivante. On revient sur les scénarios de l'ADEME qui ont été présentés rapidement précédemment. L'ADEME s'est dit quelles sont les manières d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Il y a 4 scénarios qui ont été faits. Alors en effet, je n'avais pas pensé qu'on pouvait les appeler Pierre Rabhi pour le premier et puis Elon Musk pour le 4e. On pourrait trouver les noms pour les intermédiaires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces scénarios, ils portent sur 4 grands types d'actions. Des actions de sobriété. La sobriété, ça consiste d'abord à se reposer la question de ce dont on a besoin. Des scénarios d'efficacité. L'efficacité, c'est de dire, est-ce que je peux faire la même chose, donc je réponds aux mêmes besoins que j'ai définis, mais de manière plus efficace, en utilisant moins d'énergie. Le 3e sujet, c'est une énergie décarbonée. J'utilise la même quantité d'énergie, mais au lieu de prendre une énergie fossile, très carbonée, je prends une énergie décarbonée. Et le dernier truc, c'est le puits de carbone. Alors le puits de carbone, c'est l'idée que ce carbone qui nous embête, on va l'aspirer et le récupérer. Alors ça fait appel à des technologies extrêmement variées. Il y en a une, ça s'appelle la forêt. C'est bien connu, ça. Et puis il y en a d'autres qui sont à inventer, que vous soyez au-dessus d'une cimenterie où vous allez récupérer le carbone qui sort, ou éventuellement il y a des gens qui vous disent on va mettre des trucs qui vont récupérer dans l'air directement. Certains y croient profondément, d'autres disent c'est l'équivalent du film Don't Look Up, c'est de la techno, si on se compte là-dessus, on prend un risque considérable. Alors on va revenir maintenant, je ne vais pas vous présenter les scénarios ADEME, il y a plein d'endroits où c'est fait, allez les voir sur le site Transition 2050. On va revenir à ce qui se passe dans le bâtiment. Diapo suivante. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que vous connaissez très bien. L'efficacité, pour les bâtiments neufs, on pourrait la décrire par un mot tout bête, RT 2012. C'est, on fait des bâtiments neufs qui sont plus efficaces, mieux isolés, des pompes à chaleur, des systèmes qui ont des meilleurs rendements. Dans la rénovation, l'efficacité, c'est d'abord la rénovation énergétique. Vous avez le même besoin, mais vous allez pouvoir y répondre avec beaucoup moins d'énergie. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus, c'est extrêmement important, il y a encore plein de boulot à faire, mais vous êtes déjà tous mobilisés là-dessus, donc on ne va pas revenir dessus. Deuxième sujet, c'est la décarbonation. La décarbonation, le symbole de ça, c'est la RE 2020. Par rapport à la RT 2012, la RE 2020, elle dit il ne suffit pas de consommer moins d'énergie, mais il faut aussi émettre moins de carbone. Et ce faisant, la RE 2020, elle pousse à 2 choses. D'une part, à sortir du fossile en allant vers des énergies décarbonées, et d'autre part, elle dit attention,
dans un bâtiment, ce qui pèse le plus lourd en carbone dans un bâtiment neuf, c'est et de loin les matériaux et les produits de construction. Donc ça dit, il va falloir avoir des matériaux décarbonés, avoir moins de matière, avoir des matériaux réemployés, parce que c'est ça qui pèse lourd. Donc là, un élément sur la décarbonation. Alors là, je vous ai parlé du neuf, mais ça ouvre aussi quelque chose de complètement différent sur la rénovation. Parce que quand vous prenez un bâtiment rénové, vous évitez toute la structure qui est déjà là, vous la réutilisez. Donc vous avez déjà fait quelque chose sur la décarbonation qui est importante. La première économie circulaire dans le bâtiment, ce n'est pas l'économie circulaire des matériaux, c'est l'économie circulaire des bâtiments eux-mêmes. Ça consiste à se dire, ces bâtiments qu'on a construits, bien sûr, il faut les rénover pour qu'ils consomment beaucoup moins, mais en même temps, ça nous fait des économies importantes. Donc ça, RE 2020, et puis l'application aux aspects carbone sur la rénovation, mais ça montre qu'un bâtiment rénové, quand on prend en compte bien tout le cycle de vie, peut être meilleur qu'un bâtiment neuf. Et ça, c'est un changement de vision très profond. Arrêtons de penser que ce qui est le plus efficace, c'est le plus neuf. De plus en plus demain, dans la réflexion, ce qui est efficace, ça peut être massivement de continuer à faire vivre quelque chose qui existait, mais qu'on va améliorer pour tenir compte d'un certain nombre de choses. S'il utilise l'énergie fossile, on va bien sûr sortir les fossiles, et si c'est une passoire thermique, on va bien sûr la rénover. Troisième idée qui est apparue, c'est le stockage carbone. On peut stocker du carbone dans les bâtiments. En gros, on s'aperçoit que dans un bâtiment qui va émettre tout au long de son cycle de vie peut-être 1 tonne à 1,5 tonne de CO2, équivalent CO2 par mètre carré, on pourrait stocker une centaine de kilos de carbone en utilisant globalement des matériaux biosourcés. Donc il y a quelque chose qui se développe autour de l'utilisation des biosourcés, qui est une manière de stocker du carbone dans les bâtiments. Les bâtiments ont l'avantage quand même d'être parmi les produits que font les hommes, ceux qui ont la durée de vie la plus longue. Et donc si vous stockez du carbone dans les bâtiments, ça a du sens. Donc on a parlé de 3 trucs. Et puis il y a un sujet sur lequel on a très peu parlé pour l'instant, c'est la sobriété. Alors la sobriété, c'est 2 choses. C'est la sobriété pour passer l'hiver prochain. Ça, c'est celle dont on parle tout le temps, extrêmement importante, je ne vais pas en parler là. C'est l'idée de, il y a urgence et on agit. En 1974, quand il y a eu la crise de l'énergie, tous les pays ont dit, il y a urgence, il faut agir. Et on a donc mis en place des trucs pour passer l'hiver. Typiquement, on a réduit la circulation le week-end, baissé le chauffage, et puis la crise est passée, et la plupart des pays ont oublié ça. Il y a un pays qui est passé à autre chose, c'est les Pays-Bas, qui, au niveau des transports, se sont dit, il faut inventer un système de transport qui ne soit pas basé sur la consommation et la multiplication de voitures. Et ils ont mis en place un système avec à la fois des transports en commun et des vélos. Et on sait aujourd'hui que l'approche des Pays-Bas, beaucoup de pays l'envient. Donc ils sont passés d'une sobriété individuelle, j'utilise moins ma voiture ou je baisse un peu mon chauffage, à une vraie sobriété collective. Je définis des modes d'organisation de la société qui font que on peut se déplacer facilement, mais avec des moyens qui sont plus sobres. On a ce défi dans l'immobilier. Diapo suivante. Alors, on regarde, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur les matériaux, sur l'énergie, sur la construction et la rénovation. On a peu travaillé sur l'usage des bâtiments. Et un défi qu'on a, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler sur les autres, mais je vais vous parler de l'usage des bâtiments en disant c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler pour progresser en sobriété. Et comme sur tous les autres sujets, pour travailler, comme le disait Philippe tout à l'heure, il faut travailler ensemble, faire émerger les solutions ensemble. Diapo suivante. Alors, première idée à avoir en tête, les bâtiments. Vous avez super bien travaillé, on a super bien travaillé dans les années passées, et on a donc
obtenu un parc de bâtiments large, avec des bâtiments dans lesquels, en 30 ans, en gros, on a gagné une pièce dans les logements et on a perdu une personne. Alors pourquoi on a perdu une personne? Tout simplement parce qu'il y a eu moins d'enfants. On a eu plus de divorces et surtout on a vieilli. Or, quand vous avez 30 ou 40 ans, il est très fréquent que vous viviez avec des enfants à la maison. Quand vous avez une population dont l'âge décale, vieillit, à 65 ans, vous vivez seul ou à deux. En gros, en France, à 30 ans, on a 30 mètres carrés par personne, et à 65 ans, on a 65. Donc, c'est aussi bête que ça. Voici le parc de logements français. Vous avez quelque chose qui est vraiment catastrophique et dont il faut s'occuper. C'est les 8% de logements suroccupés. Vous avez des gens qui sont très mal logés et c'est un vrai sujet. Mais attention, à côté de ces 8%, vous avez quoi? 8% de logements vides, vacants. 10% de logements occupés occasionnellement. Les résidences secondaires, très important, mais dommage qu'elles soient occupées peu d'heures. Ensuite, vous avez 18% d'occupation standard. En gros, une pièce par personne. Je caricature, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Et puis vous avez sous-occupation 37%, au moins une pièce de plus, sous-occupation très accentuée 19%. Donc on a un potentiel considérable à mieux occuper les logements. Pour le tertiaire, c'est le même sujet. Quand vous regardez ce qui se passe dans les bureaux aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, on voit bien que on a tout un tas de bâtiments tertiaires qui, au cours de l'année, sont occupés un petit nombre d'heures. Qu'on prenne les cantines des écoles, regardez combien d'heures par an elles servent, ce qui se passe dans les bureaux. Donc on a là un asset considérable qu'on utilise mal. Et il y a probablement plein d'intelligence à mettre là-dessus. Alors comment peut-on faire? Diapo suivante. Oui, alors, point important. Il y a deux choses à éviter. Quand on parle de sobriété, on parle de sobriété solidaire. Il y a deux choses à éviter. Ce serait de faire porter la sobriété sur ceux qui sont déjà très mal logés. Il est clair que si on veut parler de mieux utiliser, c'est pas dans la part de la population qui est très mal logée qu'on va aller mieux utiliser. Mais l'autre simplicité, ce serait de dire le mal logement, ça se résout simplement par un construire plus indifférencié. Il faut attaquer le problème du mal logement, des 8% qu'on a vu tout à l'heure, mais pas en se disant que c'est simplement construisant plus dans tous les sens, sans réfléchir qu'on va le résoudre. Diapo suivante. Alors, la question maintenant, c'est comment? Comment on fait pour mieux utiliser? Et vous avez sur ce schéma 3 grandes familles d'actions, et au total 9 sous-actions, sur comment on peut faire. Alors la première famille, c'est déménager quand les besoins évoluent. C'est tout bête, ça fait référence à ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Ça consiste à se dire qu'au cours de sa vie, on n'a pas tout le temps les mêmes besoins. Et que donc ça pourrait être intelligent de faciliter le fait que, au cours de sa vie, on passe d'un logement à l'autre en tenant compte de ses besoins de l'époque. Quand vous êtes étudiant, vous sortez de chez vos parents, vous êtes étudiant, vous avez besoin de flexibilité, vous allez être dans un logement, vous allez peut-être y être 1 an, après vous allez partir en stage ailleurs, etc. Vous allez chercher du locatif, vous ne cherchez pas forcément grand, vous cherchez... Bon. Quand vous allez avoir des enfants, vous allez avoir un besoin différent. S'il y a un divorce, à ce moment-là, il va se passer des choses. Et puis quand vos enfants s'en vont, ou que vous vieillissez, vous allez avoir des besoins différents. Donc première idée, c'est de permettre ce déménagement, de le faciliter. Or aujourd'hui, vous avez tout un tas de dispositifs qui freinent ce déménagement. Vous êtes propriétaire, vous allez être taxé au moment où vous vendez votre logement. On pourrait se dire, plutôt que vous taxez au moment où vous vendez, on vous taxe plutôt au moment où vous
occuper, en particulier si vous avez des surfaces par personne importantes. Pourquoi est-ce que la taxe foncière, par exemple, ne serait pas plus basse pour vos 30 premiers mètres carrés et puis plus haute pour les suivants, pour vous pousser à avoir finalement quelque chose, une société plus mobile par rapport à ça. Si jamais vous êtes propriétaire, que vous n'avez plus envie d'habiter dans ce logement parce que vous avez trouvé du boulot ailleurs, si jamais vous louez votre logement et que vous allez louer ailleurs, fiscalement, c'est pas bon. Donc on voit qu'on a des systèmes fiscaux qui ne sont pas faits pour faciliter le mouvement, alors qu'on pourrait en avoir besoin. Au moment du changement climatique, ça peut valoir le coup d'essayer de le faire. Alors ça peut vouloir dire changer de région, de ville, de territoire. Vous nous parliez de Ganges tout à l'heure. On voit bien qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est bien la bonne solution que tout le monde vienne vivre autour de Montpellier où on dit il faut construire énormément et qu'à côté on se dit à Ganges c'est quand même pas très loin et il y a des logements qu'on laisse dépérir. Il y a probablement des idées nouvelles à avoir par rapport à ça. Je fais beaucoup de vélo dans la région, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que partout où vous allez sur les petites routes, vous avez 20 cm de goudron qui est coupé. Ce goudron coupé, c'est la fibre qui a été passée. On a installé un système phénoménal pour que dans tous les villages, dans tous les hameaux, vous ayez un nouveau réseau. Il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir exploiter. Deuxième idée, c'est changer de logement. Et on va prendre un exemple, c'est le ministre qui en parlait récemment. Dans les HLM, on sait que des gens vont avoir droit à un HLM au moment où ils ont leurs enfants, un logement assez grand pour avoir les enfants. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants s'en vont? Il y a des bourses d'échange qui ont commencé à être mises en place pour que, au moment où les enfants s'en vont, on puisse éventuellement repasser sur un logement plus petit. L'idée a plein de sens. Et puis quand vous rentrez dans les détails, vous apercevez par exemple que si vous demandez à changer votre logement qui est un peu plus grand par un logement plus petit, il n'est pas sûr que vous ayez une baisse de loyer. Parce que le mode d'établissement des loyers fait que si vous êtes là depuis longtemps, le loyer est plus bas, donc vous n'avez aucun intérêt éventuellement à changer de logement. Donc là, on voit qu'on a là aussi des choses à travailler. Je n'ai pas la solution, hein, mais des sujets à travailler chacun là où il est pour essayer de faire bouger ça. Et puis troisième chose, c'est changer de local dans le tertiaire. Ça se fait fréquemment dans le tertiaire privé où il y a des aspects économiques forts. On sait qu'il y a des sujets sur le tertiaire public. Vous l'évoquiez tout à l'heure, sur vos locaux, est-ce qu'il n'y a pas des évolutions à avoir pour qu'on puisse plus facilement changer de local dans le tertiaire? Donc ça, c'était la partie on déménage, on change de lieu, il faut apprendre à le faire, c'est probablement des changements forts qu'on a besoin de faire. Deuxième sujet, augmenter les durées d'occupation. Là, il y a 3 idées. Vous savez qu'il y a plusieurs plans d'action qui ont été lancés autour de la vacance. On a réalisé que le nombre de logements vacants était en train de croître et que c'était quand même dommage d'avoir ces logements qui étaient vacants. Donc là, mobiliser le parc vacant, je n'y reviens pas parce qu'il y a des initiatives en ce sens, mais deuxième idée, mutualiser pour augmenter les durées d'occupation. Ça veut dire mutualiser des espaces. Ça commence à se faire beaucoup sur les parkings, où on s'aperçoit que typiquement entre le tertiaire et le logement, les parkings ne sont pas forcément utilisés au même moment. Et que si vous avez la bonne idée de ne pas avoir le tertiaire à un bout de la ville et le logement à l'autre bout, vous allez pouvoir mutualiser des choses. En revanche, quand vous faites des zones très monofonctionnelles, où vous avez tous les bureaux d'un côté, tous les logements de l'autre, ça va être plus difficile à faire. Donc on a des vraies questions qui sont des questions d'urbanisme, de comment on peut faire pour permettre ces mutualisations. Je vous prends un exemple tout bête sur le nouveau siège de BNP Paribas, Real Estate. Ils se sont arrangés pour que un certain nombre de locaux de ce siège puissent être utilisés par les collectivités le week-end. Ils sont inutilisés comme bureaux. Pourquoi ne pas permettre de les utiliser le reste du temps? On a la même chose sur l'utilisation dans les bureaux des restaurants d'entreprise comme salle de réunion. Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles avec les restaurants des écoles? Ça demande tout un tas de changements, de gouttes d'huile à mettre
de réglementation qu'il faut faire bouger pour que cette mutualisation soit possible. Dernier point, c'est réduire l'obsolescence prématurée. Vous savez qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée dans les produits industriels. Ça existe aussi dans l'immobilier. On sait bien que dans un certain nombre de cas, mettre en avant le dernier bâtiment, super, hyper label, hyper vert, etc., ça peut avoir pour impact de rendre obsolète le précédent. Peut-être qu'il faut qu'on revoie un peu notre vision de l'obsolescence, parce que être très très vert quand je suis que dans le dernier bâtiment, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait, sur le plan écologique, la meilleure solution. Et puis le dernier paquet, c'est d'adapter les bâtiments à l'évolution des besoins. Alors on peut adapter l'usage des locaux à de nouveaux publics sans faire de transformation profonde. C'est typiquement ce qui s'est réalisé, il y a 2 exemples là-dessus. Le nombre d'étudiants a explosé. Or, les étudiants avaient des besoins de logement particuliers. Mobilité plus grande, je change tous les ans, ils sont souvent seuls. Et ce qui s'est passé, c'est que les bailleurs, les petits propriétaires bailleurs, ont développé la colocation. Et la colocation, ça a été un moyen de transformer des logements qui étaient des logements plutôt familiaux en des logements pour des étudiants. Et vous voyez, l'innovation, là, elle s'est faite à un endroit où on n'aurait pas dit que c'est un endroit innovant, les propriétaires bailleurs. Simplement, ensuite, il a fallu mettre en place un certain nombre de règles, parce que la colocation, ça peut être le meilleur. Il y a des films là-dessus, sur l'auberge espagnole et autres, c'est le meilleur. C'est aussi les marchands de sommeil. Ça peut être le pire. Donc, nécessité aussi de cadrer les choses. On peut aussi restructurer les locaux, par exemple en transformant des grands logements en petits logements, parce qu'on a besoin beaucoup plus de petits logements avec le fait que les familles ont diminué de taille. Et puis si jamais on doit construire du neuf, c'est construire du neuf de qualité qui soit réversible. Aujourd'hui, quand vous construisez du neuf, il est bien prévu par rapport à un programme, à un besoin. Qu'en sera-t-il dans 20 ans? Est-ce qu'il sera adapté notamment au changement climatique? Diapo suivante. Alors, quand on regarde ces différentes solutions, elles ne s'appliquent pas de la même manière partout. Il faut les décliner suivant les territoires. Alors, il faut les décliner suivant le type de bâtiment, diapo suivante, mais aussi suivant les territoires. Je vais juste évoquer ça sur les territoires. Quand vous avez des mailles tendues, à dominante rurale, 22% de la population vit dans ces endroits-là. Typiquement, l'enjeu, c'est d'attirer et de renouveler le bâti sans artificialiser la zone périurbaine. Typiquement, dans des endroits où vous parliez de Ganges tout à l'heure, on voit bien qu'on a besoin d'attirer des gens ou de donner envie aux gens de rester là et qu'il faut réussir à le faire en évitant un travers qu'on voit sur la diapo suivante. Vous voyez ici un magnifique village sur lequel toutes les maisons sont fermées. Tout est à vendre. Et à côté, vous avez un magnifique lotissement, le hameau des Châtaigniers, retrouver l'esprit village. Si on n'y prend pas garde, on peut aller faire ça. Ça, c'est tout sauf de la sobriété. L'enjeu, c'est de réussir à redonner du sens à ce qui existe déjà au déjà là. On revient à les diapos précédentes. Je ne vais pas vous passer toutes les mailles, mais l'idée, c'est que suivant les endroits, c'est différent. Par exemple, dans les mailles peu tendues des couronnes périurbains, tous ceux périurbains, 26% de la population. Dans ces 26% de la population, on s'aperçoit que dans le périurbain, on a souvent peu de diversité dans les logements. Ça a été fait pour des familles qui sont venues avec leurs enfants. Elles y sont bien. Et puis à un moment, il y a un divorce. Quand il y a un divorce, les gens ils chercheraient peut-être à pouvoir rester là, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de logement plus petit ou de logement locatif qui permettrait de se mettre à côté. Quand vous avez des gens qui vieillissent, qui aimeraient bien rester au même endroit parce qu'ils ont tout leur réseau familial ici, s'ils cherchent un logement plus petit, ils ne vont pas forcément le trouver. Quand vous avez des enfants qui ont grandi là, et qui ont envie de s'installer là,
Les jeunes, très souvent, ils vont dans le locatif au départ. Ben, du locatif, dans ces zones, il y en a très peu. Donc on voit que dans une zone comme ça, on a un vrai sujet de diversification de l'offre. Cette diversification, elle peut se faire notamment par la restructuration des maisons individuelles existantes. Ou éventuellement par un peu de neuf, mais qui soit de la diversification. S'il s'agit d'aller rajouter un lotissement de maisons individuelles à un endroit où il y en a déjà, c'est un non-sens. Il faut faire de la diversification. Donc, chaque zone a ses besoins différents, y compris des zones très tendues, comme on peut les avoir à Montpellier, où on voit bien que l'enjeu, ça va être de définir des priorités entre quelle place on veut donner au Airbnb, quelle place on veut donner au logement de luxe, quelle place on veut donner au logement des gens qui travaillent ici. Il y a des équilibres à trouver qui sont importants, notamment dans les zones touristiques. Diapo suivante. Je suis en train de... Je vais la sauter, sinon ce sera trop loin. On voit, et vous le verrez dans la note du plan bâtiment durable, si vous y allez, il y a toute une... Un instant quand même. Il y a toute une approche pour le faire qui consiste à commencer par interroger les besoins, optimiser l'utilisation de l'existant, restructurer l'existant, associer rénovation, construction, destruction, et puis construire. La construction, c'est le truc qui se fait au bout si le reste ne suffit pas. Ce n'est surtout pas ce qui se fait en première intention. Et c'est là le changement majeur qu'on a à avoir. Quand on voit dans la stratégie nationale bas carbone, on voit bien que la part du neuf diminue. Il faut faire du neuf qui ait vraiment du sens à cet endroit-là et non pas faire du neuf par facilité. Alors vous allez me dire, tout ça c'est gentil, dernière diapo, ça va nous poser une question au niveau de l'emploi. Et c'est un vrai sujet sur l'emploi. Alors pour regarder le sujet de l'emploi dans la filière, il faut se dire que l'emploi dans la filière, les gros paquets, il y en a 4. Les produits de construction, la construction, la rénovation et la gestion. On va vers une société qui va essayer d'utiliser moins de matière, moins d'énergie. Ça veut dire que très probablement, le sujet de produits de construction va devoir se renouveler très profondément. Moins de produits et plus de produits venant du recyclage, du réemploi. Donc ça veut dire que des métiers qui vont changer. La mine de demain, c'est les bâtiments existants. C'est le parc, c'est les déchets. C'est plus forcément une mine où on va chercher au fond une mine classique comme on la voyait. La construction, il est clair que sa part va diminuer. J'entendais récemment devant une commission du Parlement un des vice-présidents de la FFB disant qu'il l'avait bien compris et qu'il mettait le paquet auprès de leur filière pour que les gens se réadaptent, notamment pour cet enjeu majeur qu'est la rénovation, sur lequel il y a des gisements d'emplois qui sont considérables. Si vous écoutez l'échange entre Olivier Saleron et Emmanuel Macron sur l'avenir, vous voyez qu'il y a une vraie attente sur ces sujets de rénovation et qu'il y a des emplois importants là-dessus. Dernier point, c'est la gestion. Typiquement, quand on parle de déménagement, de gens qui vont, de mutualisation des locaux, il y a un gisement d'emplois très important là, parce que pour faire de la mutualisation, pour aider à ce que les gens changent de lieu, ça ne va pas se faire tout seul, donc il y a des emplois à créer ici. Je pense que pour les entrepreneurs qui ont envie demain d'avoir des activités qui marchent bien, réfléchissez bien où vous mettez vos œufs dans les futurs emplois de demain et les futures rentabilités de demain. Merci beaucoup.